Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi c'est Hidalgo et je suis ravi de vous retrouver. Alors oui, vous ne rêvez pas, mon top 10 des films 2022 sort en automne 2023. Alors oui, je sais, par rapport à d'autres youtubeurs, c'est extrêmement tard, mais en ce qui me concerne, j'ai eu suffisamment de recul pour donner mon avis, ce qui n'est pas forcément leur cas. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais j'ai rien dit, j'ai pas donné de nom. En plus, tous les films dont je vais parler sont désormais tous disponibles en Blu-ray, VOD ou streaming. Pour connaître mon top 10, les mentions honorables et un constat, le tout agrémenté de timecode, c'est juste après le générique. Le fait que mon top 10 ne sorte que maintenant n'est pas dû à un manque de motivation, mais de temps. Vous ne le savez pas, mais j'ai tourné plusieurs vidéos où je n'ai jamais trouvé le temps de les monter. Alors on verra si elles sortent un jour. En attendant, je vais vous parler du top 10 2022, donc des films sortis au cinéma et sur Netflix. Splendid! Bon, autant le faire tout de suite. Si vous aimez mon contenu et vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker ou me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ça fait du bien pour le référencement et aussi, un petit peu, à mon ego. C'est logique. Sur ce, c'est parti! Petit constat avant de commencer, quand on regarde le top 10 des films ayant le mieux marché en 2022, tous sont des suites. Pour The Batman, oui, c'est un stand-alone, mais combien de films Batman sont sortis au cinéma avant lui? Quant à Watergate Bridge, un film chinois, il s'appelle également The Battle of Lake Changjing 2. Bref, cela prouve qu'il n'y a plus d'imagination, on capitalise uniquement sur des reboots et des suites et on a abreuvé le marché de films de super-héros. C'est drôle, je m'en doutais. Néanmoins, on note un changement en 2023, les suites ont beaucoup moins bien marché que prévu et presque tous les films de super-héros ont floppé. Pour les films de super-héros, je pense qu'on est à la fin d'une ère, on frôle l'overdose, d'autant plus que leur qualité ne cesse en général de décliner avec des effets spéciaux souvent dégueulasses, malgré quelques exceptions. Il a raison. Au moment où je tourne la vidéo, les 3 films ayant le mieux marché en 2023 sont tous des nouvelles licences. Espérons que cela continue et que la grève des scénaristes et acteurs auront un impact positif, autant pour leurs revendications que pour la qualité des futurs films. Allez, place au top 10 2022. Voilà, on y est. Alors si je ne vais traiter que des films sortis au cinéma et sur Netflix, c'est tout simple, je ne tire aucun revenu de cette chaîne et je n'ai que Netflix comme plateforme de streaming. Alors venez pas me faire chier comme quoi j'ai pas parlé d'un film sorti sur Amazon Prime ou autre. Déjà parce que ça coûte du pognon et ensuite parce que j'ai pas le temps de tout voir. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. D'ailleurs, voici des films qui m'intéressaient et qui auraient pu figurer dans le top 10 mais que je n'ai pas vu pour diverses raisons, mais souvent par manque de temps. Petite rectification, le film Elvis est passé il y a quelques jours sur la chaîne suisse RTS 1. Alors ce n'est pas un top 10, je suis assez mitigé, car si le film est très bien réalisé, il pêche au niveau du scénario qui raconte très peu de choses sur le King alors que le film dure plus de 2h30. Quant à Sans filtre et Decision to Live, je viens d'acheter les DVD, mais je ne les ai pas encore vus. Enfin, ce top est comme toujours subjectif et ne concerne donc que mon avis. Je serais très curieux de connaître votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, du moment que vous restez correct. Allez, assez parlé, place au top 10. Vers l'infini et au-delà. J'ai hésité en 2 films en 10e position avant de les mettre ex aequo. Alors on commence par Les Murs Vagabonds, un animé disponible sur Netflix. Kosuke et Natsume, 2 amis d'enfance, se retrouvent avec des amis dans le vieux complexe où ils ont grandi et qui va bientôt être démoli. Soudain, un phénomène mystérieux les saisit et ils se retrouvent entourés d'un vaste océan à perte de vue. Comment vont-ils survivre et tenter de rentrer chez eux? Leur voyage commence. Le choix des personnages est atypique puisqu'il se concentre sur des enfants de 11-12 ans. Outre s'entraider pour survivre, ils vont devoir faire face à des événements durs et douloureux avec une métaphore autour du deuil. Techniquement, le film est vraiment beau avec une bande-son léchée. Il y a beaucoup d'émotions, de mélancolie et de nostalgie avec un thème de fond assez bien traité.
Le film aurait néanmoins gagné à être un peu plus court et rendre dès le départ le personnage de Kozuke un peu plus sympathique, car c'est une vraie tête à claque au début du film avant d'évoluer. Je le conseille néanmoins à tous les amateurs d'animés émouvants. Et puis dernier point, la VO sous-titrée est bien meilleure que la VF. Ex aequo avec Les Murs Vagabonds, un film au concept original et prometteur de menu. Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus tendances et réputés, en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Le menu 3 étoiles concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Bienvenue à Autor. Alors que je m'attendais à voir un film sur le cannibalisme, il n'en est rien. Ce film, naviguant entre comédie horrifique et thriller, est une excellente satire sociale, notamment sur une classe sociale riche et snob qui n'apprécie plus rien ou ceux qui ont un ego démesuré. Le film est bourré d'humour noir, bien rythmé, et on ne sait jamais jusqu'où le délire va aller. Mention spéciale pour les acteurs, tous excellents, notamment Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy. Un savoureux film d'humour noir et une satire sociale mordante que j'ai beaucoup aimé, et les plats servis, ils font vraiment envie. Tout ceci fait partie du menu. Laissez-moi passer. Ça fait partie du menu. En 9e position, on retrouve Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le film à l'époque, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez avoir un avis plus complet sur le film. Le Docteur Strange va devoir protéger la jeune America Chavez de la sorcière rouge qui désire s'emparer de son pouvoir. Pour cela, le Docteur Strange va solliciter l'aide du sorcier suprême Wong, puis traverser de nombreux univers et se retrouver dans des réalités alternatives, dont des doubles de lui-même. Comme toujours avec les films Marvel, il faut avoir vu plusieurs films du MCU et la série WandaVision pour comprendre l'histoire dans son ensemble. Mais c'est réalisé par Sam Raimi et même si c'est léger, il a pu insuffler sa patte et faire un film plus sombre et mature avec une touche horrifique. Ça va à 100 à l'heure, Benedict Cumberbatch est solide, c'est très bien réalisé, spectaculaire, et les effets spéciaux sont très bons dans l'ensemble avec de jolies trouvailles. Mention spéciale à la bagarre avec des notes de musique, vous comprendrez en regardant le film. Malgré des personnages manquant de profondeur, un souci de rythme et un Sam Raimi light, c'est selon moi le meilleur film Marvel de 2022. C'est toi. Les choses viennent de t'échapper. On retrouve en 8e position un film qui aurait mérité un meilleur sort, n'étant soi-disant pas assez rentable pour le studio. Il est resté peu de temps dans les salles et a été rapidement mis en VOD et sur les plateformes de streaming, de Northman. Réalisé par Robert Eggers, The Northman raconte l'histoire sombre et violente d'Hamlet, un jeune viking dont son père a été assassiné par son oncle. Rejeté, exilé, il est habité par la colère et la soif de vengeance. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai. L'esthétique visuelle du film est remarquable, avec des paysages à couper le souffle, une direction artistique impeccable et une utilisation habile des couleurs et éclairée en lumière naturelle pour créer une atmosphère. Le casting de The Northman est exceptionnel. Alexander Skarsgård incarne le rôle principal avec une présence magnétique et Anya Taylor-Joy prouve qu'elle est à l'aise dans tous les registres. Les autres membres de la distribution, tels qu'Ethan Hawke ou William Dafoe, offrent également des performances mémorables. Quant à Nicole Kidman, son abus de chirurgie esthétique a rendu son visage inexpressif durant tout le film. En résumé, The Northman est un film visuellement impressionnant qui propose une histoire brutale et captivante avec un casting solide, une mise en scène soignée et une esthétique visuelle remarquable. Malgré une narration parfois complexe et un rythme lent, ceux qui apprécient les films ambitieux et sombres trouveront beaucoup à apprécier dans The Northman. Pour la 7e position, c'est un film Netflix qui a gagné 4 Oscars, dont celui du meilleur film étranger. À l'Ouest, rien de nouveau. Basé sur le roman éponyme d'Erich Maria Remarque, le film raconte l'histoire d'un jeune soldat allemand qui rejoint l'armée avec ses camarades idéalistes pendant la Première Guerre mondiale. En première ligne, Paul et ses camarades voient l'euphorie initiale se muer en désespoir et en épouvante quand ils se retrouvent à défendre leur vie au fond des tranchées. Ils sont confrontés à la brutalité du front, au combat sanglant et à la mort omniprésente.
Ils font également face à la désillusion alors qu'ils réalisent l'absurdité de la guerre et la perte de leur innocence. Cela fait des mois que nous combattons les Français sur un lopin de terre. Ils attaquent notre tranchée, nous attaquons la leur. Et pour rétablir l'égalité, ils réattaquent nos positions. La réalisation d'Edward Berger est excellente, avec beaucoup de soins apportés aux images, aux décors, aux lumières ou aux costumes. Les images sont sombres, brutales et sans concession dans la retranscription des horreurs de la Première Guerre mondiale. C'est viscéral, passant de scènes de bataille saisissantes et violentes à des moments de calme introspectif. Les acteurs sont tous très bons et capturent la détresse et la désillusion des soldats. On reste ensemble, hein, Paul Ray. On reste ensemble. À l'Ouest, Rien de nouveau est un film puissant, viscéral, poignant et sans concession. Très bien réalisé, avec des scènes de bataille saisissantes et d'excellents acteurs, il offre un regard perspicace sur les ravages de la guerre. Même si le film est un peu trop long, il nous incite à réfléchir sur les conséquences tragiques de la violence et de la guerre. J'ai peur de ce qui va arriver. En 6e position, un film que certains n'ont pas aimé car jugé trop sombre et manquant d'action, mais que j'ai personnellement beaucoup aimé, de Batman. Alors que Batman arpente les rues de Gotham City depuis 2 ans en instillant la peur chez les criminels, un tueur s'en prend à l'élite de Gotham à travers des machinations sadiques. Bruce Wayne, donc alias Batman, va remonter la piste d'indices en menant une enquête dans la pègre et croisant des personnages comme Catwoman, le Pingouin ou l'Homme Mystère et tenter de rétablir un semblant de justice. On peut comparer le Batman à l'excellent Joker réalisé par Todd Phillips en 2019. Tous les deux, ils proviennent du même univers, c'est des one-shots, ils sont très sombres et s'adressent à un public mature. Riddler, il veut vous parler. Le tueur a laissé ça pour Batman. Pourquoi il s'adresse à vous? Vous voilà. Mon seul but est de démasquer la vérité sur ce cloaque qui nous sert de ville. Vous êtes impliqué, vous aussi. Le film est superbement réalisé avec une esthétique sombre et saisissante qui reflète l'atmosphère lugubre de Gotham City. C'est magnifique, le plus beau film de super-héros depuis Zack Snyder Justice League. J'avais de gros doutes concernant Robert Pattinson, mais il est excellent et Zoé Kravitz convaincante. Le film privilégie l'arc narratif des personnages principaux et aborde sur le fond beaucoup de problèmes de société actuels au détriment des scènes d'action. Et le film est long en près de 3 heures avec un petit ventre mou vers le milieu du film. Bref, ceux qui veulent voir un film de super-héros rempli d'action et léger seront déçus, mais j'ai été scotché. Bref, si voir un Batman très sombre dans une sorte de polar noir avec moins d'action qu'un Marvel lambda ne vous rebute pas, je ne peux que vous conseiller ce film, visuellement saisissant et avec un surprenant Robert Pattinson. Un grand film de super-héros et un grand Batman. Guillermo del Toro a réalisé 2 films cette année. On retrouve en 5e position celui que j'ai préféré, mais qui a fait un énorme flop, Nightmare Alley. Dans les années 1940, Stanton Carlyle, un jeune homme ambitieux qui traverse une mauvaise passe, s'immerge dans le monde sinistre des foires et est initié au mentalisme. À mesure qu'il monte les échelons, il décide d'arnaquer les élites de New York, mais il découvre rapidement que le prix à payer est élevé. Nightmare Alley est un film noir dans toute sa splendeur. Stanton se retrouve piégé dans un jeu dangereux où il est manipulé par des individus sans scrupules et il se rend compte que sa soif de succès a un coût élevé sur sa propre humanité. Le monde de Nightmare Alley est sombre et troublant avec des rebondissements inattendus qui maintiennent le spectateur en haleine. I will ask you simple questions. You will answer in short sentences only what you believe to be absolute truth. Absolute truth. I can do that. Medium? Yes, I am. La performance de Bradley Cooper est remarquable et rajoute une profondeur supplémentaire à l'intrigue. Saluons aussi Cate Blanchett, parfaite en femme fatale. Quant à la reconstitution des cirques ou du New York des années 40, c'est de toute beauté. Guillermo del Toro livre une fois de plus une réalisation visuellement époustouflante, avec une atmosphère esthétique sombre et envoûtante et d'excellents acteurs. If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Nightmare Alley est un voyage cinématographique envoûtant dans les profondeurs de la noirceur humaine, un film qui défie les attentes et laisse une empreinte durable sur le spectateur.
Malgré son flop en salle, c'est un excellent film. Est-ce une bête? Ou est-ce un homme? Vous avez de la chance, car ce soir, vous le verrez se nourrir. À partir d'ici, mon choix était assez évident pour mes 4 films préférés de 2022. En 4e position, on retrouve un film dont je n'avais pas d'attente particulière, mais qui m'a emballé et qui plaira autant aux enfants qu'aux adultes, Le Chapeauté 2, La Dernière Quête. Le Chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher. Il a épuisé 8 de ses 9 vies. Afin de retomber sur ses pattes, il s'embarque dans une aventure épique avec Kitty et un petit chien aux confins de la forêt sombre afin de dénicher la mythique étoile aveu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Hola, señorita. Je vous offre un gazpacho. Il y a des fruits de mer là-dedans. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Regardez. 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 Là, tout à l'heure, il y a eu les géants. Alors, ça fait combien de ça? 4? Ça nous met à 8, Pouté. Sorti timidement en salle, le film a eu un excellent bouche à oreille qui lui a permis de monter à la 10e place du box-office mondial 2022 et c'est amplement mérité. Déjà pour le style graphique où il n'hésite pas à se réinventer, jonglant entre la 3D et un autre vraiment original et créatif qui rappellera Spider-Verse ou Klaus. Et les deux fonctionnent parfaitement avec une animation folle et une mise en scène dingue. Ensuite, la qualité d'écriture du film qui rappellera les meilleurs Pixar mais à la sauce Shrek. Kitty, pâte de velours, il faut que tu m'aides. Est-ce que l'illustre chapeauté réclamerait de l'aide? En fait... je t'en supplie, Kitty. Ce feu pourrait me rendre mes filles. Ok, face depuis toi. Poté 2 est bien entendu drôle, mais nous apporte également une vraie morale qui fait réfléchir, intéressante et réellement touchante. Et pour les personnages, ils sont tous attachants, que ce soit Poté, Kitty et le petit chien dont je mets volontairement le nom. Quant au méchant de l'histoire, l'antagoniste principal est un des meilleurs méchants vus dans un film d'animation depuis très longtemps. Tu n'as qu'une vie à vivre. C'est ce qui la rend unique. Allez, sorti Gris. Hey, pousse pas le bouchon, hein. Le Chapeauté 2 est un excellent film qui surpasse de très loin le premier volet et qui marque la renaissance des studios DreamWorks. Le scénario est malin, rythmé et vraiment plaisant. Il est drôle et triste avec une vraie morale, des personnages très attachants et visuellement remarquables, original et inventif. Un de mes coups de cœur de 2022 et le meilleur film d'animation américain vu depuis des années. Tu es le Chapeauté? On Kozaku, hein? No entiendo. ¿Hablas español? Yo también. ¿De dónde eres? ¿Te gusta las cestas? Je parle pas espagnol non plus. T'es un marrant, toi. Alors que je n'attendais pas grand chose, ce film se hisse au niveau des meilleurs Pixar et est une claque dans la tronche de Disney. Et la fin laisse présager le retour d'un ogre vert et d'un âne bavard, mais je n'en dirai pas plus. L'étoile aveu se trouve dans la forêt sombre. On y va. 1, 2, après toi. Le chien, tu es encore en vie? On n'a qu'à aller voir. D'accord. On arrive au trio de tête. Alors en 3e position, on retrouve un film phénomène qui a beaucoup fait parler, que personne n'attendait, qui a beaucoup mieux marché que prévu et qui a raflé 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Vous avez trouvé? Oui, c'est Everything Everywhere All at Once. Evelyn est une femme usée par la vie et à bout. Elle ne comprend plus sa famille, est épuisée par sa laverie automatique et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle peut sauver le monde, mais aussi préserver ce qui compte le plus pour elle, sa famille. Ça ne s'annonce pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Everything Everywhere All at Once est un film totalement fou et halluciné. Ça part dans tous les sens, avec un rythme effréné, c'est intense au niveau de l'aspect visuel et sonore, avec des transitions de plans qui sont dingues, et ça fourbille d'idées de mise en scène. Il réussit le paradoxe d'être parfois bordélique et en même temps complètement maîtrisé au niveau du montage. Ce film est un ovni, il n'y a aucun film ressemblant à celui-là, et ceux qui n'adhèrent pas à son côté dingue et effréné risquent de ne pas l'apprécier. Ce serait très dommage, car l'histoire complètement barrée avec le multivers reste cohérente du début à la fin, en tout cas bien plus que dans l'univers Marvel. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyn avant toi. Tu peux accéder à leur mémoire, leurs émotions
et même leurs aptitudes. De plus, le film parvient à rester fluide malgré le jonglage entre les univers et les genres, puisqu'on a à la fois de la comédie, du drame et de la science-fiction, le tout avec des personnages très attachants. Oui, le film est taré, mais pour peu qu'on rentre dedans, c'est juste génial. Et on reste stupéfait que le film n'ait coûté que 25 millions de dollars alors qu'on dirait qu'il a coûté bien plus. Waouh, maman se défend bien. Pour les acteurs, c'est du tout bon. Kei-Hu Kwan est incroyablement touchant et Stephanie Su est mouvante en Fipumi. Quant à Michelle Yeoh, elle est excellente. Même si, selon moi, elle méritait l'Oscar pour le film Tigre et Dragon, j'estime que pour l'Oscar 2023, Michelle Williams et Ana de Armas étaient plus méritantes. Un mot sur Kei-Hu Kwan, qui interprète Wei Wong Wang. Après une carrière qui a démarré en trombe avec les rôles de Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple Maudit et Data dans les Goonies, il a connu une longue traversée du désert. Pour ce film, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur secondaire et ses retrouvailles avec Harrison Ford et Steven Spielberg font partie des moments les plus émouvants de l'histoire des Oscars. Everything Everywhere All at Once est excellent pour peu qu'on rentre dans son univers. Un film déjanté qui va à 100 à l'heure, parfois bordélique, rempli de rebondissements et d'idées de mise en scène. Il est drôle, captivant, absurde, émouvant, malin, avec des personnages très attachants. On ne voit pas le temps passer et il semble avoir tous les ingrédients pour devenir rapidement un film culte. Hormis les scènes d'action et la musique qui est excellente, je ne suis pas fan du premier film. Quand j'ai su qu'on préparait une suite, ça m'a pas intéressé plus que cela. Et puis j'ai vu la bande-annonce, je me suis laissé tenter. Et là, quelle claque, mais quel bonheur! En deuxième position, Top Gun Maverick. Pete Mitchell, alias Maverick, devenu pilote d'essai pour les avions hypersoniques, est appelé par Iceman à Top Gun pour former un détachement de jeunes pilotes pour une mission spéciale périlleuse. Il aura parmi les pilotes le fils de son défunt ami Goose et retrouvera une ancienne compagne. Pour ce nouveau défi, il sera tiraillé entre son devoir d'officier et pilote de chasse, sachant que la mission exigera de gros sacrifices. Le vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Al Kazansky, alias Iceman. Encore servir à la Navy. En quoi, je ne sais pas. Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur. Oui, le scénario est simple, mais il est très bien construit. Et ce n'est pas qu'un film d'action. Le film a un background et une âme. On retrouve le charme des films des années 80 avec du développement de personnages, une histoire d'amour à l'ancienne qui n'a rien de kitsch et des scènes d'action ultra spectaculaires, le tout avec des moyens modernes. Bien entendu, les hommages nostalgiques et clins d'œil au premier film sont présents tout au long du film, ne serait-ce qu'avec la bande originale, on a Danger Zone, bordel! Le personnage de Tom Cruise, Maverick, est bien plus creusé que dans le premier volet et est nettement plus touchant. On a même un passage très émouvant avec Val Kilmer, bien diminué depuis son cancer de la gorge et qui vise à vous faire verser une petite larme. Quant à Jennifer Connelly et aux jeunes pilotes, ils sont tous attachants. On y va dans 3, 2, 1... Mais bien entendu, si on va voir Top Gun Maverick, c'est avant tout pour les scènes d'action et d'avion. Et là, c'est juste à couper le souffle, on en prend plein les yeux, du jamais vu au cinéma, c'est juste incroyable. J'étais scotché dans mon fauteuil, d'autant plus que les acteurs étaient réellement dans des jets. Le visage de Tom Cruise qui se déforme sous les jets qu'il encaisse, c'est sans trucage. C'est ultra spectaculaire tout en étant réaliste. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. En conclusion, Top Gun Maverick est juste excellent et surpasse amplement le premier film. Malgré des hommages et la nostalgie au film original, il n'est pas nécessaire de le voir pour l'apprécier. C'est jouissif, on ne voit pas le temps passer, c'est bien écrit, la romance n'est pas lourdingue, les personnages sont touchants sans être mièvres, on a une patine années 80 fort bienvenue et les scènes d'action sont à un niveau jamais vu, époustouflantes, vraiment exceptionnelles. Je l'ai vu 2 fois au cinéma, dont une fois en 4D fixe, c'est dire. J'ai adoré du début à la fin et je vous conseille de le regarder en Blu-ray 4K.
Avant de vous lire mon film préféré de 2022, on va rapidement passer sur quelques mentions honorables, des films que j'ai appréciés mais qui ne figurent pas dans le top 10. On commence avec Les Mignons 2, Il était une fois Gru. J'avais bien aimé le premier volet, mais même s'il y a des scènes très drôles et très beau graphiquement, ce volet est moins réussi que le premier. De plus, Gru est trop mis en avant au point que les Mignons deviennent presque des personnages secondaires, alors que c'est censé être un film centré sur eux. Les fans de Moi Moche et Méchant devraient apprécier, mais si vous voulez voir un film sur les Mignons, regardez plutôt le premier. Ensuite, voici un film Netflix qui a beaucoup fait parler, Blonde. Fallait-il aller si loin? Déjà, ce n'est pas un biopic, mais une fiction où on broie le mythe de Marilyn Monroe. Car c'est très glauque, avec des scènes chocs, et pour ceux qui espéraient se rincer l'œil avec des scènes dénudées, alors oui, il y en a, mais c'est toujours malsain. Sans parler de la réalisation, plutôt expérimentale, entre David Lynch et Baz Luhrmann. Bref, un film assez clivant. Par contre, la performance d'Anna de Armas en Marine est juste exceptionnelle. Nettement plus facile d'accès et aussi sur Netflix, Pinocchio de Guillermo del Toro. Rien à voir avec le remake qu'a fait Disney. Ici, on revisite le conte de Carlo Collodi en plaçant l'histoire dans l'Italie fasciste. Le travail en stop motion est de toute beauté, c'est une très belle fable initiatique qui en profite pour dénoncer le fascisme et qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Sans Nightmare Alley, il aurait figuré dans mon top 10. Toujours sur Netflix, Glass Onion de Rian Johnson. Glass Onion est la suite d'Un couteau tiré, un film que j'avais beaucoup aimé, une sorte d'Hercule Poirot en plus moderne. On retrouve Daniel Craig dans le rôle du détective privé Benoît Blanc qui se rend sur une île où le propriétaire leur propose de résoudre son crime fictif. Mais ça, c'est au début, avec un twist et une enquête dans l'enquête. Je n'en dirai pas plus. Malgré un démarrage un peu lent, si vous aimez les films avec une enquête bien ficelée et un très bon casting, n'hésitez pas. Ensuite, un film dont le pitch me faisait envie, X. Dans les années 70, un groupe de 6 personnes décide de réaliser un film porno au fin fond du Texas sans avertir les propriétaires des lieux. Le carnage va commencer. J'espérais retrouver l'esprit des films d'horreur craspec des années 70, genre Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, et si l'ambiance fin 70s est présente, le film vire plutôt au slasher avec quelques points d'humour. Pas mal, mais je m'attendais à mieux. Enfin, on va terminer par un animé Netflix, Bubble. Ce film, avec la ville de Tokyo coupée du monde, envahie par d'étranges bulles et la mystérieuse Uta, s'inspire des films de Makoto Shinkai, mais sans l'égaler. Techniquement, sans arriver au niveau du maître, c'est très beau et très bien animé, mais c'est au niveau du scénario que ça coince. Mêlant SF, parcours et revisitant le conte de la petite sirène, donc le conte, pas le remake Disney, on n'a aucune explication sur le monde bulle et tout semble survolé. C'est dommage car il y avait le potentiel pour en faire un excellent animé. Finalement, Bubble est juste bon. Voilà, on arrive au numéro 1. Alors je pense que vous avez remarqué une grosse absence. Alors pour mon film préféré de 2022, c'est sans surprise Avatar 2, La Voix de l'eau. J'avais des attentes très élevées pour ce film et je n'ai pas du tout été déçu. Plus de 10 ans après la fin du premier film, Jake et Neytiri, désormais parents, vivent en harmonie sur Pandora, mais les humains reviennent. Pour protéger sa famille, Jake s'exile avec eux auprès des Metkayina, un clan Na'vi vivant au bord de l'eau. Mais les humains vont retrouver la trace de Jake et la bataille sera inévitable. Transmettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt! Si vous voulez vivre ici. Respirez. Je sais, j'ai beaucoup résumé l'histoire, alors si vous voulez en savoir plus sur ce film, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où j'expliquais tout le bien que je pensais du film, sur Top Gun Maverick aussi d'ailleurs. Alors oui, le scénario est simple, mais pas simpliste et est plus développé que dans le premier. Personnellement, j'ai été complètement emporté par le film et par l'univers qu'il nous propose. Alors oui, cela dure 3h12, mais quel voyage! Il y a des passages lents et contemplatifs, mais pas du tout chiants. Au niveau de la réalisation, c'est simple, le film a pratiquement 10 ans d'avance sur la concurrence, car on repousse les limites de la technologie. C'est simple, on a les plus belles images de synthèse ever, avec un souci du détail et une animation à tomber, c'est du jamais vu. Dans Avatar 2, tout est parfait. Les environnements subaquatiques sont magnifiques, je n'ai pas de mots pour les décrire, mais j'ai été totalement emporté. Je n'ai pas été déçu, et c'est bien le miracle tant espéré. James Cameron a de nouveau signé un film bouleversant, j'ai été complètement emporté dans cet univers. C'est une claque technologique avec des images parmi les plus éblouissantes, vibrantes et magnifiques jamais vues à l'écran. Vu qu'Avatar 2, La Voix de l'eau a été le plus gros succès de 2022 avec plus de 2 milliards de recettes, on a confirmé que la saga se terminera avec Avatar 5. J'espère que les futurs films seront tout aussi bons. Comme pour Top Gun Maverick, je l'ai vu au cinéma 2 fois. Même si je n'abordera pas l'expérience au cinéma, j'ai hâte de voir le Blu-ray 4K sorti il y a peu. J'ai besoin de te savoir à mes côtés.
J'ai besoin que tu sois forte. Voilà, c'était mon top 10 2022. Lorsque je regarde mes 10 films 2022 préférés, je remarque qu'ils proposent tous quelque chose de différent. On ne retrouve pas de blockbuster fade, sans âme et déjà vu des dizaines de fois, genre Black Adam. Oui, même Doctor Strange in a Multiverse of Madness est différent des Marvel ordinaires, même si cela reste léger. Ensuite, même si dans les 10 plus gros succès de l'année, 5 figurent dans mon top, il y a également des films qui ont fait un gros flop, comme Nightmare Alley. Et enfin, on peut dire que mon top est assez varié, avec beaucoup de genres différents. Allez, on termine par une petite vidéo récapitulative, en commençant par les mentions honorables, puis de la place 10 à 1. Et vous, qu'avez-vous pensé de mon top? Je rappelle que ce n'est que mon avis et il n'a pas plus de valeur que le vôtre. N'hésitez pas à donner votre avis, votre classement, voire me suggérer des films que je n'ai pas vus, je promets que je répondrai à tout le monde. Sur ce, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!